Merci pour votre accueil. Je suis ravi d'être à ce festival de la vulgarisation sur les épaules des géants. À chaque fois, c'est un grand plaisir de voir. C'est pas si fréquent de voir un public très nombreux assister à des conférences scientifiques. Et donc, en effet, je vais vous parler du fait que le monde dans lequel on vit, qui est un monde très particulier, la Terre avec l'atmosphère, le ciel tel qu'on le voit depuis la Terre avec nos yeux, est un monde en fait qui masque l'univers et qui nous trompe en nous faisant croire qu'en regardant bien les phénomènes qui ont lieu dans notre monde, on peut comprendre les vraies lois physiques. Et pour me faire comprendre, je vais partir d'une anecdote qu'on m'a racontée, je crois qu'elle est vraie, qui concerne Maurice Ravel, le musicien. Dans les années 20, il a dirigé à Paris un concert, un orchestre, qui exécutait quelques-unes de ses œuvres. Et on raconte qu'en plein milieu d'un morceau, il s'est interrompu. Il a interrompu sa gestique, comme disent les chefs d'orchestre. Il s'est immobilisé. Ce qui a créé dans l'orchestre, évidemment, une cacophonie. Il y a des musiciens qui ont continué à jouer, chacun à son rythme, d'autres qui sont arrêtés. Et puis, au bout d'un certain temps, il a repris ses mouvements, ce qui a engendré une seconde cacophonie. Et à la fin du concert, on lui a demandé, mais maître, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et Ravel a répondu, pendant ce court laps de temps, j'ai entendu à l'intérieur de moi-même une autre interprétation possible de mon œuvre que celle qui était jouée par l'orchestre. Autrement dit, sa musique intérieure l'a rendu sourd à la musique extérieure. Alors, je ne dis pas qu'on est enfermé dans notre moi, mais nos sens, et dans une certaine mesure notre cerveau, avec tous ses biais cognitifs, sont enfermés dans le monde. Et notre référence pour penser, c'est le monde. C'est pas l'au-delà du monde, c'est pas l'univers, c'est la Terre avec son atmosphère, etc. Et donc je vais vous montrer à partir d'exemples qu'il y a des choses qui nous semblent absolument évidentes dans la vie courante, parce qu'elles sont conformes à ce que nous voyons, qui en réalité sont complètement fausses. Par exemple, on est tous à l'heure aujourd'hui. Moi j'avais rendez-vous ce jour, le rendez-vous a été pris il y a plusieurs mois. 19h ici, j'étais là à l'heure, vous aussi. Et pourtant, entre le moment où j'ai pris rendez-vous et aujourd'hui, nous avons les uns et les autres voyagé, pris l'avion peut-être, le train, la voiture, et on est tous à l'heure. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Que le temps est universel, il est le même pour tout le monde, et il est absolu puisqu'il ne dépend pas du mouvement de l'observateur dans l'espace. Bon, ça, Einstein a montré, c'est complètement faux. Ça n'est vrai que parce que dans notre monde, nos vitesses de déplacement sont des vitesses négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Autrement dit, la vraie loi du temps, la relativité restreinte, nous est masquée par la lenteur de nos voyages. Si on pouvait voyager ne serait-ce qu'à 1/10 de la vitesse de la lumière, en avion par exemple, on ne pourrait pas prendre de rendez-vous. On se raterait. Nos montres respectives, celle de celui qui voyage et celle de celui avec qui il a rendez-vous, se désynchroniseraient, donc on ne serait pas d'accord sur l'heure qu'il est, et le rendez-vous serait raté. Autrement dit, les physiciens qui ont mis sur pied la physique qu'on appelle moderne, avec Galilée, au XVIIe siècle, sont des gens qui ont trouvé des stratagèmes intellectuels pour sortir du monde. Autrement dit, ils ont posé des questions du type « qu'est-ce qui se passerait si on était ailleurs ?» En fait, ils ont demandé à leur esprit d'aller se faire voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passerait si on était dans le vide ? On n'est pas dans le vide. D'ailleurs, à l'époque de Galilée, on pense que le vide n'existait pas, et en tout cas, on ne sait pas le faire. Donc, Galilée n'a jamais fait d'expérience dans le vide. Mais il a conçu le vide comme un milieu de pensée, c'est-à-dire un milieu qu'on peut imaginer, même s'il n'existe pas, auquel on attribue des propriétés. Par exemple, la propriété principale qu'on demande au vide, c'est de n'apporter aucune résistance au mouvement. Et Galilée se demande qu'est-ce qui se passerait si je laissais tomber des corps de masses différentes dans le vide. Il ne peut pas observer ça. Et comme vous le savez, en 1604, il va trouver la bonne loi qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse s'ils tombent dans le vide. Il énonce cette loi sans avoir aucune donnée indiquant que cette loi ressemble au phénomène.
Et c'est même une loi qui contredit toutes les expériences qu'on peut faire en laissant tomber des corps de masse différentes. Galilée, contrairement à la légende, n'a jamais fait l'expérience de la tour de Pise. La tour de Pise, elle est penchée, elle fait 54 mètres d'altitude. On raconte que Galilée a lancé des corps de masse différentes du sommet de la tour en convoquant les aristotéliciens de l'époque. S'il avait fait l'expérience, il aurait montré à tout le monde ce que tout le monde savait, à savoir que les corps lourds touchent le sol avant les corps légers. Et donc il a trouvé la bonne loi de la chute des corps par la pensée, en montrant, par ce qu'on appelle une expérience de pensée, une expérience qu'on fait avec sa tête, on utilise son esprit comme laboratoire. Il imagine, dans un texte célèbre, que Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. C'est ce qu'on voit. Maintenant, dit Galilée, imaginons qu'on relie la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. On forme ainsi un système de deux pierres qui est plus lourd que la grosse pierre toute seule. Que dit Aristote si on imagine qu'on lance ce système d'une certaine hauteur? Aristote dit l'ensemble formé par les deux pierres tombe plus vite que la grosse pierre puisqu'il est plus lourd. Oui, mais le même Aristote dit la petite pierre tombant moins vite va tendre la corde au-dessus de la grosse pierre et faire parachute, c'est-à-dire qu'elle va freiner la chute de la grosse pierre, de sorte que l'ensemble va tomber moins vite. Donc il remarque que dans la loi d'Aristote, il y a une contradiction logique. Ça tombe plus vite en même temps que ça tombe moins vite. Comment résoudre la contradiction? En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et ensuite, il faut expliquer comment une loi qui contredit l'observation explique quand même l'observation. Eh bien, en disant que la gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse dans le vide, mais si les corps tombent ailleurs que dans le vide, ils vont subir d'autres forces, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables des différences de vitesse que nous voyons. L'erreur d'Aristote a été d'avoir fait porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Alors moi j'ai un certain âge, hélas, et quand on devient vieux, on lit des livres qu'on ne lit pas quand on est jeune. Et par exemple, j'ai lu cet été un livre d'Arthur Schopenhauer, le philosophe, qui s'appelle L'art de bien vieillir. Ça peut être utile. Alors c'est une série d'aphorismes, mais il y a un aphorisme dans Schopenhauer qui évoque exactement ce que je viens de vous dire. Voilà ce qu'il dit. Derrière le monde se trouve quelque chose d'autre, quelque chose que nous pouvons atteindre en nous débarrassant du monde. C'est incroyable ça. C'est-à-dire, pour penser ce qui se passe dans le monde, il faut dans un premier temps se débarrasser du monde, c'est-à-dire aller se faire voir ailleurs en posant des questions contrefactuelles. Qu'est-ce qui se passerait si? Et ainsi on réfléchit, on fabrique des concepts, peut-être même des lois, et armé de ces concepts et de ces lois, on revient dans le monde, non pas pour faire des observations, mais pour faire des expériences. Et l'expérience, c'est le lieu où on va confronter ce qui se passe dans le monde dans certaines situations particulières, et ce qu'implique une théorie ou une loi ou un principe qu'on prend comme référence. Alors pourquoi ça me semble intéressant? C'est parce que toutes les lois physiques, et là je vais parler que de physique classique, c'est-à-dire en gros Galilée, Newton et quelques autres, mais je parlerai très peu, je n'ai pas le temps, de physique quantique et de relativité qui sont des physiques alors qui contredisent complètement le sens commun. Mais je vais vous montrer que la physique, même la plus classique, elle est contre-intuitive. Quand on y réfléchit bien, elle dit des choses qui sont des provocations, qui semblent complètement fausses, en tout cas complètement contradictoires avec ce que nous voyons dans le monde. Tout simplement parce que les lois physiques dans notre monde sont enrobées de phénomènes qui les masquent. Par exemple, pour reprendre la chute des corps, la loi de Galilée est masquée dans notre monde par le fait que les corps qui tombent dans l'air et non pas dans le vide. S'ils tombaient dans le vide, on aurait tout de suite vu la loi de Galilée. Mais Galilée, pour la trouver, a dû lutter contre le monde, contre les sens, contre l'induction à partir du spectacle de la chute des corps. Alors il y a un premier masque qui nous trompe, c'est le langage.
faites l'expérience suivante. Vous savez, Saint Augustin, grand penseur du IVe siècle après Jésus-Christ, il a écrit un livre qui s'appelle Les Confessions. Dans ce livre, il y a un chapitre. Excusez-moi, mais en fait, le chrono, il marche pas. Donc quand je dois parler 45 minutes, et qu'il y a toujours écrit 45, c'est comme si le temps était arrêté, et ça contredit alors toutes les théories physiques que je connais. Non mais, il est quelle heure? Bon, je continue. 40, non? 35, 34. Bon, ok. Alors, oui, donc Saint Augustin, il écrit ce livre dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle Les Confessions, qui fait une trentaine de pages, traduite en français moderne. Et quand vous lisez Saint Augustin, vous comprenez tout ce qu'il dit. Pour une raison assez simple, c'est qu'il parle comme nous, du temps. Ou plutôt, nous parlons comme lui. Or, je l'ai dit, ce texte a été écrit il y a 16 siècles, au cours desquels il y a eu des gens comme Galilée, Newton, Boltzmann, Einstein et quelques autres par la suite, qui ont complètement changé notre façon de comprendre le temps. Donc si notre langage avait intégré les nouvelles connaissances qu'on a acquises durant ces 16 siècles, notre façon de parler du temps aurait été tellement transformée qu'on ne pourrait plus comprendre ce que dit Saint Augustin. Or, il parle comme nous parlons comme lui. Ça veut dire que notre langage n'a nullement été affecté par les découvertes faites par les physiciens. Et du coup, il se peut que notre langage, à force de se répéter à l'identique, détermine notre façon de penser le temps sans tenir compte de ce que nous savons sur le temps. Voilà. Et d'ailleurs, on continue à parler du temps dans la vie courante comme s'il était absolu et universel, tout en sachant qu'il ne l'est pas, mais ça ne transparaît pas dans notre langage. Et puis un autre exemple, alors un peu plus prosaïque, qui est l'aspirateur. L'aspirateur, on l'appelle l'aspirateur. On en a tous un, je crois. Enfin, j'espère. Comment ça marche un aspirateur? Imaginez que sur la table, il y ait une miette de pain. Je vais chercher un aspirateur, je le branche, je l'allume, et je mets le tube près de la miette, et je vois la miette qui fonce dans le tube. Alors moi, je demande à mes étudiants, mais alors, c'est quoi la force qui fait que la miette, elle sait qu'elle doit aller dans le tube? Comment elle le sait, quoi? C'est quoi la force? Alors mes élèves me disent, mais monsieur, un aspirateur, ça aspire. Bon. En fait, ça n'aspire pas du tout. Comment ça marche un aspirateur? Vous avez le tube, l'aspirateur lui-même, je le mets à la droite pour moi de la miette, pour vous il est à gauche. Au fond de l'aspirateur, il y a une hélice qui tourne, avec des pales. La miette, elle est immobile dans la salle. Pourquoi elle est immobile? Parce qu'en fait, elle est bombardée par des molécules d'air qui viennent de toutes les directions. Dans l'air, il y a des molécules d'oxygène, d'azote, qui ont des vitesses élevées et qui viennent percuter la miette dans toutes les directions, de sorte que la résultante de toute cette force, c'est zéro. Donc la miette, elle est immobile, sauf s'il y a du vent, évidemment. Mais là, il n'y en a pas, elle est immobile. Okay. Maintenant, quand je branche l'aspirateur et je l'allume, il y a une hélice là, avec des pales, qui va envoyer, par le choc de la pale sur les molécules, certaines molécules, qui va les envoyer vers l'arrière de l'aspirateur. Et s'il n'y avait pas eu l'hélice, certaines de ces molécules seraient venues cogner la miette. Mais là, elles ne viennent plus, parce qu'elles sont envoyées au fond. Donc, il y a plus de molécules qui tapent la miette sur ma gauche qu'il n'y en a qui la percutent venant de la droite. Donc, en fait, la miette, elle est poussée dans l'aspirateur. Elle n'est pas du tout aspirée. Donc, il faudrait changer le nom. Il faudrait l'appeler un... Moi, je propose, je ne suis pas sûr que ça fasse un succès commercial, mais moi, un rétro-pousseur, quelque chose comme ça. Je sais pas. Vous voyez. Donc, vous voyez, le langage, en fait, il nous trompe. Voilà, il nous fait croire des choses. Il nous fait croire qu'un aspirateur aspire. Il n'aspire pas. Et puis, il y a aussi nos sens.
nos sens, les 5 sens qu'on apprend à l'école, ils sont très utiles dans la vie courante. Quelqu'un qui n'aurait aucun des 5 sens aurait sans doute une espérance de vie très limitée. Mais il y a des cas où les sens nous trompent, nous induisent en erreur, transmettent à notre cerveau des informations que notre cerveau ne traite pas bien, ce qui l'amène à des conclusions qui sont fausses. Je vous donne un exemple classique. Imaginons que je sois venu ici avec 2 morceaux de bois, non plutôt un morceau de bois, que j'aurais posé sur la table, et un morceau de marbre à côté. Et j'aurais demandé à des personnes du premier rang de venir poser leurs mains d'abord sur le morceau de bois, puis sur le morceau de marbre. Et je leur aurais demandé, d'après vous, quel est le morceau qui est le plus chaud? Au contact de la main, le bois est toujours plus chaud que le marbre. Donc on m'aurait dit, c'est le bois. Ensuite, j'aurais sorti 2 glaçons de ma poche. Le premier que j'aurais posé sur le morceau de bois, le second que j'aurais posé sur le morceau de marbre. Et j'aurais demandé à ces mêmes personnes, j'ai déjà fait ailleurs, à votre avis, lequel des deux glaçons va fondre le plus vite? Tout le monde dit, celui qui est sur le bois, puisqu'il est plus chaud. On fait l'expérience. Au bout de quelques minutes, le glaçon qui est sur le marbre a complètement fondu. Et celui qui est sur le bois, il est toujours là à la fin de la conférence. Conclusion. Notre main, d'abord, n'est pas un bon thermomètre. Elle s'est trompée. Ça devient intéressant quand je vous dis qu'en fait, le marbre et le bois, en fait, étaient exactement à la même température, qui est la température de la pièce. Mais ma main m'a trompé. Et l'information transmise par ma main au cerveau a fait croire au cerveau que le glaçon sur le bois fondrait plus rapidement, ce qui n'est pas ce qui s'est passé. Donc les sens, c'est bien, mais ils peuvent nous tromper. Et parfois, et même souvent, il faut penser contre son cerveau. Il faut se méfier des conclusions trop rapides que notre cerveau invente à partir d'informations que lui transmettent les sens qui ne sont pas bien interprétées. Ensuite, il y a des ordres de grandeur, il y a des choses qu'on sait par cœur, mais on les a pas vraiment comprises. Par exemple, on a tous appris à l'école que la circonférence d'un cercle, c'est 2π fois le diamètre. On a tout. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Tout le monde a appris ça. Maintenant, je fais une expérience de pensée. J'imagine qu'il y a la Terre, j'ai la Terre, dont je rappelle qu'elle est ronde, et au niveau de l'équateur, je tends un ruban tout autour de la Terre, et je fais un nœud comme si je voulais faire un paquet cadeau. D'accord? Donc la circonférence du ruban, c'est la circonférence de la Terre au niveau de l'équateur, on va dire que c'est 40 000 km. D'accord? Ensuite, je prends une paire de ciseaux, je coupe le ruban, et je lui rajoute 1 mètre de mou. Donc la longueur totale du ruban, c'est 40 000 km plus 1 mètre. Ok? Et question, et je vous demande de répondre sans réfléchir, spontanément. De quelle hauteur il faut surélever le ruban auquel on a ajouté 1 mètre sur 40 000 km pour qu'il soit à nouveau tendu? Voilà. On imagine que c'est une toute petite valeur. 1 micron, 1 nanomètre, 1 angstrom, je ne sais pas. La bonne réponse, c'est 16 cm. Ce qui est énorme. 16 cm pour absorber 1 mètre de mou sur 40 000 km. Et là où ça devient plus intéressant, parce que ça montre les limites de notre cerveau, c'est que le résultat de cette opération aurait été le même si au lieu de prendre la Terre, j'avais pris un petit pois, un ballon de foot, Jupiter, ou même l'univers en supposant qu'il est sphérique. Autrement dit, cette valeur de 16 cm, elle est complètement indépendante de la taille de l'objet autour duquel j'ai fait l'opération. C'est complètement contre-intuitif. La démonstration est triviale. Au début, la circonférence C, c'est 2π fois le rayon. Je rajoute 1 mètre. C, la circonférence, devient C plus 1 en mètres. Égale 2π fois R, le rayon, plus A étant la grandeur que je cherche. C égale 2π, R s'élimine, il reste A égale 1 sur 2π. 1 sur 2π en mètres, ça fait 16 cm. Et c'est indépendant de R. Vous voyez, voilà un résultat qu'on a tous appris, on a fait des exercices,
Mais on n'a pas vraiment compris, en tout cas notre cerveau n'a pas vraiment compris ce qu'il implique. En fait, 16 centimètres, c'est le rayon d'un cercle de circonférence 1 mètre. Donc si je prends 2 cercles, l'un de rayon R1, l'autre de rayon R2, j'ajoute les 2 circonférences pour faire un 3e cercle. La circonférence du 3e cercle, ça sera R1 plus R2. Mais on comprend pas les choses comme ça. Bon, je vois que je vous perds, donc non. Il y a aussi des cas, j'arrêterai sur ces cas-là avant de parler de physique. Il y a des cas où notre cerveau, il est complètement paralysé, il sait plus quoi faire. Et pourtant, c'est des situations assez simples. Prenons ces 2 verres. Ils sont vides. Imaginons que je remplisse le premier avec de la peinture verte et le second avec de la peinture blanche, en même quantité dans les 2 cas. Ensuite, je prends une petite cuillère. Je trempe la petite cuillère dans le verre qui contient la peinture verte, je la remplis et je la verse dans le verre qui contient la peinture blanche. Je touille, je mélange. Évidemment, le verre qui est là sera plus tout à fait blanc, il sera blanc un peu vert. Ok ? Et puis le niveau ici sera plus élevé que là. Maintenant, ma cuillère est vide, je la trempe dans le verre de peinture blanche un peu verdi, je remplis la cuillère, je la verse dans le pot de peinture blanche. Là, les niveaux sont à nouveau égaux. Je touille. Et je vous demande, est-ce que la concentration de vert dans le blanc est inférieure, égale ou supérieure à la concentration de blanc dans le vert? Qui pense qu'elle est inférieure? Personne. Qui pense qu'elle est supérieure? 3 personnes. Qui pense qu'elle est égale? En fait, vous êtes une majorité à ne pas penser. Voilà. En fait, pas à ne pas penser, mais à ne rien en penser. Et vous avez raison. En fait, moi je connais pas de raisonnement intuitif permettant de le démontrer. Pour le démontrer, il faut écrire des équations de conservation. On compte les atomes verts dans le truc et puis on montre que c'est égal. Mais c'est pas du tout intuitif. Il faut écrire des équations de conservation pour que ça apparaisse. Mais je ne connais pas, moi, de raisonnement simple qu'on puisse utiliser comme démonstration sans en passer par des équations mathématiques. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais plutôt venir à la physique de Galilée, celle de Newton, donc la physique du XVIe siècle, la mécanique, qui s'appuie sur 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est le principe de relativité, qui a été inventé, alors certains disent par Giordano Bruno, d'autres par Galilée, peu importe. En tout cas, Galilée le définit comme étant un principe qui dit, j'ouvre les guillemets, le mouvement est comme rien, et l'immobilité est un mouvement partagé. Par exemple, là, on est tous immobiles les uns par rapport aux autres, dans la même salle, mais en fait, on va à une très grande vitesse par rapport au centre de la galaxie. Puis même, on tourne autour du Soleil. 29 000 km par heure. Donc on est immobile dans le même référentiel, mais ce référentiel, il est en mouvement par rapport au Soleil, qui lui-même est en mouvement par rapport au centre de la galaxie. Donc l'immobilité, c'est toujours le partage d'une dynamique qui fait qu'on est ensemble. Et la première partie de la phrase, le mouvement est comme rien, c'est une phrase qui dit quand on est en mouvement, alors Galilée pensait à des mouvements rectilignes en ligne droite et uniformes, c'est-à-dire à vitesse constante, comme quand on est dans un train qui va en ligne droite à vitesse constante. Le mouvement est comme rien, c'est-à-dire que quand on est dans un wagon, au bar d'un TGV par exemple, il se passe les mêmes choses qu'à la cafétéria de la gare. Si on laisse tomber un objet, il tombe à nos pieds, comme il tomberait à la cafétéria de la gare. Donc on voit les mêmes choses, les mêmes phénomènes, ils se montrent de la même façon, qu'on soit dans le train ou à la gare. Ça c'est complètement contre-intuitif. D'accord ? Quand on est en mouvement, en général, on sent qu'on est en mouvement. D'ailleurs, je suis venu en train au Havre, il y a eu un contrôle des billets, et il y a un monsieur en face de moi qui avait pas de billets. Donc le contrôleur a commencé à sortir sa machine pour encaisser l'amende. Et le monsieur a dit, monsieur, en classe de seconde, j'ai appris le principe de Galilée, le mouvement est comme rien, et depuis cette époque, je refuse de payer mes billets de train. Voilà. Et évidemment, c'est un argument très fort, hein.
Mais je pense qu'à la SNCF, ils sont formés à ça. Parce qu'il est pas le premier, à mon avis, à avoir utilisé cet argument. Parce que le contrôleur lui a dit, monsieur, vous n'avez cité que la première moitié de la phrase. La deuxième, c'est l'immobilité est un mouvement partagé. On est en train de partager un mouvement, donc payer. Voilà. C'est une blague, hein. Non, mais ça pourrait se produire. Autre principe, le principe d'inertie. Le principe d'inertie, lui aussi énoncé par Galilée, même s'il avait été approché par d'autres comme Baliani, son ami, et quelques autres, il dit un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Donc, on va en ligne droite à vitesse constante. Alors que la vie courante nous montre le contraire. Pour qu'il y ait un mouvement, il faut une force. D'ailleurs, Aristote, dans sa physique, explique que pour qu'un corps soit mu, c'est-à-dire mis en mouvement, il faut qu'il subisse une force. Et si la force s'arrête, le mouvement s'arrête. Et moi, comme vous sans doute, j'ai appris ce principe en classe de seconde au lycée. J'allais tous les jours au lycée à vélo. Et ce principe contredisait mon expérience du vélo. L'expérience du vélo, c'est que l'immobilité est contagieuse. Quand j'arrête de pédaler, mon vélo finit par s'arrêter. Et la professeure de physique nous dit un corps qui n'est soumis à aucune force. Alors j'étais trop timide moi à l'époque pour aller questionner publiquement cette professeure, mais à la récréation, je lui ai dit quand même, madame, je comprends pas pourquoi je dois pédaler. Et elle m'a dit cette chose qui aurait pu me précipiter en études de droit. Elle m'a dit, Klein, vous manquez de sens physique. Et j'ai trouvé ça après coup, j'ai trouvé ça très injuste parce qu'il a fallu quand même 2 millénaires entre Aristote et Galilée pour comprendre le principe d'inertie, c'est-à-dire un principe que toute notre expérience dans notre monde contredit. Ça peut même aller beaucoup plus loin. Regardez au 19e siècle, les astronomes avaient compris qu'il y a des étoiles partout dans la galaxie. On ne connaissait qu'une galaxie à l'époque, la Voie lactée. Il y a des galaxies partout. Loi de Newton de la gravitation, on en déduit qu'il y a un champ gravitationnel partout présent dans l'espace. Donc un corps massif, où qu'il soit dans l'espace, subit au moins une force qui est son poids. Partout dans la galaxie, un corps massif a un poids, parce qu'il y a de la gravitation partout. D'accord ? Donc l'énoncé du principe d'inertie, un corps qui n'est soumis à aucune force, est un énoncé qui correspond à une situation complètement fictive qui n'existe nulle part. Alors les physiciens disent, c'est pas grave, le principe d'inertie est un principe de la mécanique, les prédictions de la mécanique sont justes, on les observe, sont vérifiées, donc ce principe, il est juste, il est vrai. D'accord ? Et puis un jeune homme qui dit, non, on peut pas bâtir la physique sur du sable, c'est son expression. On peut pas bâtir la physique sur un principe qu'on ne peut pas vérifier directement. Et ce jeune homme, il a un nom bien connu, il s'appelle Albert Einstein. Et en 1915, quand il sera devenu largement adulte, il va publier une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui montre qu'en effet, la gravitation n'est pas une force, mais une déformation de l'espace-temps. Il y a plusieurs conférenciers ici qui vont en parler. Donc en fait, la gravitation, les objets massifs qui sont dans l'espace-temps le déforment, et de sorte que les corps qui subissent la gravitation, en fait, ne subissent pas de force. Ils ont un mouvement inertiel, donc ils vont en ligne droite. Sauf que aller en ligne droite dans un espace courbe, c'est avoir une trajectoire curviligne. D'accord ? Donc la Terre qui tourne du Soleil ne tourne pas parce qu'elle est attirée par le Soleil, par la force de Newton, comme on l'apprend à l'école. C'est le Soleil qui déforme la géométrie de l'espace-temps dans son voisinage et qui fait que la Terre a la trajectoire qu'elle a. Voilà. Mais la cause de cette trajectoire n'est pas celle que Newton avait imaginée. Et oui, ça c'est aussi des choses assez contre-intuitives. Par exemple, imaginez qu'on remplace la Terre qui tourne autour du Soleil par une cacahuète. Une cacahuète qui n'a pas la même masse que la Terre, mais qui a la même vitesse. À votre avis, quelle sera la trajectoire de la cacahuète ? Est-ce qu'elle va partir à l'infini ? Est-ce qu'elle va tomber sur le Soleil ?
en fait, elle va avoir exactement la même trajectoire que la Terre. Hein. Donc, en fait, le mouvement d'un corps massif dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. Mais dans notre esprit, il y a une relation entre gravitation et masse, et on pense que si on change la masse d'un objet dans l'espace qui se propage sous l'effet de la gravitation, sa trajectoire sera modifiée. Alors qu'on connaît la loi, on a vu Thomas Pesquet sortir de l'ISS pour faire des sorties extravéhiculaires, il avait la même vitesse que, heureusement d'ailleurs, hein, que l'ISS. On a tout ça sous les yeux, mais quand on pose la question que j'ai posée, on remplace la Terre par une cacahuète, beaucoup de gens disent que la cacahuète va partir à l'infini. D'accord ? Donc on n'est pas, notre cerveau est truffé de biais cognitifs, comme si la gravitation s'était engrammée dans notre cerveau. Hein ? Elle est dans notre cerveau, elle continue à polariser notre langage. Par exemple, quand vous faites de l'alpinisme, vous êtes sur une paroi, vous dites « j'ai peur de tomber dans le vide ». Ben non. Si vous êtes à 4000 mètres d'altitude, il y a plus de vide au-dessus de votre tête jusqu'à la Lune qu'il y a que... Donc, en fait, tomber dans le vide, ça voudrait dire aller là-haut, quoi. Et en fait, notre langage, il polarise notre rapport à l'espace, parce que quand on tombe, c'est simplement d'une certaine façon. Mais est-ce que vous savez d'ailleurs qu'on peut tomber en chute libre ? Non. Est-ce que vous savez qu'on peut escalader en chute libre ? Et il y a ce qu'on appelle des vols 0G, des vols en impesanteur. On décolle de Bordeaux, c'est des Airbus A310 un peu adaptés, on monte tous les réacteurs à fond sur une pente à 45 degrés, on atteint 10 000 mètres d'altitude. Là, on est en hypergravité, donc on a l'impression d'un poids qui est 2 fois le poids ordinaire. On est écrasé sur son siège. Et puis à 10 000 mètres, les pilotes coupent les moteurs. Et pendant 24 secondes, on a une trajectoire parabolique. On est en impesanteur, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en impesanteur alors qu'on est dans un champ de pesanteur ? Vous savez, Einstein, il a repris l'expérience de Galilée en 1907. Il rentrait de déjeuner, comme tous les jours à Berne, à bureau des brevets. Et tous les jours, quand il rentrait de déjeuner, il faisait ce qu'il appelait une sieste semi-éveillée. Donc il était sur son tabouret, pas une chaise, il n'y avait pas de dossier. Et il commençait à fermer les yeux, à presque s'endormir. Mais il savait que s'il s'endormissait complètement, il y aurait un réflexe de son corps qui lui permettrait de garder suffisamment de conscience pour saisir une éventuelle idée qui lui traverserait l'esprit. Il disait, une idée, c'est si rare, faut pas les gâcher. Et ce jour-là, c'est en novembre 1907, il comprend qu'une personne qui tombe en chute libre ne sent pas qu'elle a un poids. Ça provoqua, dit-il, en moi une très forte émotion qui me mena 8 ans plus tard, 1915, vers une nouvelle théorie de la gravitation. En fait, il a compris ce jour-là, en mettant en scène son corps dans une expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si mon corps tombait en chute libre ? Ben, il a compris que si je tombe en chute libre, ça veut dire que la seule force qui s'applique à mon corps, c'est le poids. Il n'y a pas de résistance de l'air, il n'y a pas de poussée d'Archimède, je tombe dans le vide. Mais si je prends une bouteille dans ma main, pendant que je tombe, je la lâche, elle n'a pas la même masse que moi, mais tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Donc par rapport à moi, elle ne tombe pas. Je vais la voir léviter dans l'espace, je vais la voir flotter en fait, comme s'il n'y avait pas de gravitation. Ça l'a ému incroyablement. C'est extraordinaire de penser que n'importe qui aurait pu imaginer entre Galilée et Einstein. En fait, le fait de subir la gravitation masque la gravitation. Vous donne l'impression qu'il n'y en a pas. Autrement dit, pour sentir qu'on a un poids, il faut que notre corps subisse une autre force que le poids. Par exemple, on est tous assis là, c'est la réaction de notre chaise à notre poids qui nous fait sentir qu'on a un poids. Mais quand la seule force qu'on subit, c'est le poids, on ne peut pas savoir ni sentir qu'on a un poids. Et donc, quand vous êtes, je reviens à l'avion, les 24 secondes, 12 secondes de montée, 12 secondes de descente. Pendant cette phase-là, on est en impesanteur dans un champ de pesanteur. Alors, la seule force qu'on subit, c'est le poids. Donc, on se lève de notre siège, on est comme un astronaute dans l'ISS, on est en impesanteur. On peut faire des cabrioles. Ça dure 24 secondes. Et je vous l'ai dit, il y a 12 secondes de montée, 12 secondes de descente. Dans les 12 secondes de montée, on est en chute libre.
mais on prend de l'altitude. Donc on peut monter en chute libre. On peut monter en chute libre. On peut chuter en prenant de la hauteur. Hein. Il y a un très beau vers de Victor Hugo qui dit ça, je crois que c'est dans les Contemplations. Il dit « Attends l'ascension suprême de la chute ». Voilà. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Hein. Ouais. Alors, donc le principe d'inertie, vous voyez, quand on y réfléchit, c'est quelque chose de contre-intuitif, qui est en même temps mystérieux. Et grâce à Einstein et à cette théorie de la gravitation, on est un peu retombé, si j'ose dire, sur nos pieds. Hein. Ensuite, dans notre monde, il y a des choses qui nous semblent complètement évidentes. Par exemple, quand vous appuyez sur votre tube de dentifrice pour faire sortir de la pâte, en général, si le tube n'est pas vide, ça marche, il y a de la pâte qui sort. Évidemment, vous êtes certain que la pâte qui est sortie du tube était dans le tube avant de sortir. Pour qu'un truc sorte d'un machin, il faut qu'il soit dans le machin avant de sortir. Il y a quand même une petite question quand c'est du dentifrice Signal. Vous savez que les bandes, de la pâte blanche avec des bandes rouges ou vertes. Je sais pas si ça existe encore. Mais quand j'étais enfant, il y avait ça. Et moi, je me demandais toujours comment ils font pour qu'à l'intérieur, il y ait des bandes. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de démonter le tube. Et j'ai compris. Mais bon, bref, je laisse ça de côté. Quand un truc sort d'un machin, c'est qu'il était dans le machin avant de sortir. Quand une feuille sort d'une imprimante, on se doute bien que l'imprimante n'a pas fabriqué la feuille. Donc la feuille était contenue dans l'imprimante avant de sortir. Et ça, c'est un réflexe qu'on appelle l'argument dentifrice, qui a fait perdre aux physiciens 30 ans. Parce qu'ils croyaient à cet argument. Alors pourquoi ? Vous savez, on a découvert l'atome en 1906, expérimentalement. Puis on a vite compris que l'atome, c'est un noyau avec des protons chargés positivement, des électrons qui tournent autour, beaucoup plus légers. Et puis on s'est rendu compte que la masse d'un noyau, c'était qu'un multiple entier de la masse d'un proton, mais il y avait moins de protons que la masse qui leur correspond. Donc les gens se sont dit, il doit y avoir des protons neutres. Il y a des protons chargés, des vrais protons, et puis il y a des protons neutres en plus. Protons neutres, sans charge électrique. Et les gens se sont dit, mais ces protons neutres, c'est des agglomérations, des agglomérats d'un proton et d'un électron. Parce que l'électron est très léger par rapport au proton. Donc, quand ils sont associés, leur charge positive pour l'un, négative pour l'autre, s'annule. Donc, il y a des protons neutres dans le noyau. Et la preuve, c'est que quand il y a de la radioactivité dite bêta, on voit un électron qui sort des noyaux. Les gens disent un électron qui sort des noyaux. Argument dentifrice. C'est-à-dire qu'il y a des électrons dans les noyaux. Et pendant 30 ans, on se trimballe un modèle du noyau avec des protons positifs et à côté, tout près d'eux, des protons neutres formés d'un proton et d'un électron. Ça dure jusqu'en 1932, date à laquelle on découvre le neutron. Et on se rend compte que le neutron, c'est pas un proton neutre, c'est pas un mélange d'un proton et d'un électron. En fait, quand un neutron se transforme en proton, il y a émission d'un électron qui ne préexiste pas à son éjection. Et donc le noyau est capable d'émettre une particule qu'il ne contient pas. Donc l'argument dentifrice, pensez-y ce soir, nous a trompés. Autre chose, dans notre monde, il y a deux concepts complètement différents, le concept d'objet, le concept de mouvement. Alors un objet peut être en mouvement, évidemment, mais un mouvement n'est pas en soi un objet. Donc on a séparé dans notre esprit le concept d'objet, qui peut être en mouvement, et le concept de mouvement. Voilà. Et dans le monde microscopique, dans le monde des particules, cette distinction n'a plus cours. Quand on fait des collisions de protons ou même d'électrons à très haute énergie dans des collisionneurs de particules, comme au CERN à Genève, vous avez peut-être vu des images des collisions. Il y a deux protons qui entrent en collision. Et après l'impact, on voit apparaître dans les détecteurs des centaines, voire des milliers de particules qui ne préexistaient pas au choc, dont la somme des masses est bien plus grande que la masse des protons qui sont entrés en collision. Et en fait, on comprend ce qui s'est passé en disant que le mouvement des particules incidentes
leur vitesse, leur énergie, si vous préférez, leur énergie cinétique, s'est transmutée en matière. Le mouvement d'un objet est devenu des objets. C'est la formule d'Einstein, E égale mc2, l'énergie de la collision se transmute en masse qui se partage en centaines, voire milliers de particules qui sont créées par cette transformation. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas du tout dans notre monde. Pour les voir, il faut construire des appareils, etc. De même, quand on regarde le ciel, en tout cas les anciens, les Grecs par exemple, on regardait le ciel et voyaient qu'il est composé la nuit d'étoiles fixes, et le ciel leur paraissait ordonné, calme, une sorte de modèle pour la pensée. Le ciel contient un ordre qu'on doit prendre en compte dans notre façon de penser. Disait par exemple Platon. Mais en fait, le ciel, il n'est pas du tout, calme. C'est extrêmement violent. Mais pour voir qu'il est violent, il faut des détecteurs qui complètent nos yeux. Nos yeux ne voient quasiment rien. On voit de la lumière, très bien, mais on voit pas toute la lumière. On voit pas l'infrarouge, on voit pas le micro-ondes, on voit pas les rayons X, on voit pas les UV, on voit pas les gamma, etc. On voit très peu de choses. Mais déjà, si nos yeux voyaient tout le spectre de la lumière, il y a des tas de choses qui nous sont invisibles, qui apparaîtraient dans notre regard. Et puis on a inventé au cours du XXe siècle toutes sortes de détecteurs qui captent d'autres rayonnements que la lumière. Par exemple, les ondes gravitationnelles, qui sont des vibrations de l'espace-temps. On peut voir des trous noirs de plusieurs dizaines de masses solaires qui fusionnent. 30 masses solaires pour chacun, et quand ils fusionnent, ça fait pas 60 masses solaires, ça en fait 58. Il y a 2 masses solaires qui se sont converties en énergie, emportées par des ondes gravitationnelles qui se propagent à la vitesse de la lumière et qui modifient la structure de l'espace en augmentant la distance entre les points de l'espace. On a pu détecter ça en 2015, et c'est des choses extrêmement violentes. Je vous rappelle que, par exemple, Hiroshima ou Nagasaki sont 2 explosions atomiques qui ont transformé simplement 1 gramme de matière, 1 gramme, en énergie. Et si on avait pesé la bombe avant, et si on l'avait pesée après, à partir de ces débris, on aurait trouvé une différence de masse seulement égale à 1 gramme. Là, je vous parle, s'agissant des trous noirs, de 2 masses solaires. Vous imaginez l'énergie. Notre cerveau est incapable de prendre la mesure d'une telle énergie et d'une telle puissance associée. Et donc, comme je dois bientôt m'arrêter, vous imaginez bien que là, je n'ai parlé que de physique classique, mais si j'avais parlé de physique quantique, la physique qui régit le comportement des particules dans l'infiniment petit, toutes les lois de la physique quantique sont contre-intuitives. C'est quasiment l'agonie du sens commun. Maintenant, on peut essayer de faire à notre tour une expérience de pensée. Imaginons qu'on ait permis à Aristote de faire un vol 0G. Eh bien, tous les principes que Galilée a découverts et que qu'Aristote n'a pas vu parce que lui croyait que pour comprendre le monde, il suffit de regarder le monde, Aristote aurait vu qu'il se trompait sur tous les plans, et la physique aurait eu 2000 ans d'avance par rapport à l'histoire véritable. Et puis même, on aurait pu donner des détecteurs de particules et de rayonnement à Platon. Il aurait vu que le ciel qu'il croyait ordonné est en fait turbulent, extrêmement violent, agité par des énergies considérables, et je ne doute pas que ça aurait complètement changé notre façon de penser, notre rapport au cosmos. Voilà. Le timer me dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne Klein.
Donc on a parlé de temps, j'ai noté, de temps de chute de corps, de mouvement, de principe d'inertie d'Einstein, de dentifrice, de trajectoire de cacahuètes, d'aspirateur et de miettes, si je résume bien, pour se rendre compte que nos sens nous trahissent totalement. Et la première question qui vient, qui m'est venue à moi, c'est est-ce que c'est ça qui rend la physique si difficile à vulgariser? Et est-ce que c'est propre à la physique? Ou est-ce que finalement c'est aussi le cas en biologie, c'est aussi le cas même dans des sciences plus appliquées telles que la médecine ou sais-je? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que c'est ce qui fait ça devrait être un atout pour l'enseignement de la physique. Simplement, aujourd'hui, il y a une forme de promotion du bon sens. On entend souvent le bon sens dans les discours politiques, par exemple. Retour au bon sens. Moi, j'ai rien contre le bon sens. Rien. Par contre, le bon sens, s'agissant de la physique, nous trompe constamment. Voilà. La physique s'est construite contre le bon sens, contre le sens commun, contre l'évidence. La physique, c'est tout le contraire d'une bureaucratie des apparences. Donc, si vous raisonnez à partir des apparences, en couplant ce que vous observez à votre bon sens, c'est sûr que vous allez dans le mur. En même temps, comme on est dans le monde et pas dans le vide, par exemple, c'est bien de savoir que dans le monde, il faut pédaler, quoi. Voilà. D'accord. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que les lois physiques, elles, comme je l'ai dit, elles sont masquées par les phénomènes physiques. Et moi, je trouve que l'enseignement devrait plutôt jouer du paradoxe. C'est-à-dire tout ce qu'on croit évident, en fait, est faux et contient des paradoxes qui mettent la pensée en mouvement. En fait, la pensée ne se mobilise vraiment que quand elle est mise devant une contradiction. Kierkegaard disait ça, il disait le paradoxe c'est le combustible de l'intellect. Et donc, quand ce que vous voyez confirme ce que vous pensez, tout le temps, bah vous ne pensez plus, vous tombez dans la croyance. Vous êtes enfermé dans vos croyances. Et d'ailleurs, c'est ce que fait, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est ce que fait le monde du numérique. Hein. Dans le monde du numérique, vous interagissez avec des machines, vous livrez des données, et des algorithmes sont très, très rapidement capables d'identifier vos habitudes de consommateur, vos idées politiques, vos comportements divers, etc. Et vous alimentent en vidéo et en articles qui disent la même chose que ce que vous pensez. Et donc, vous êtes soumis en permanence à des biais de confirmation qui vous enferment dans vos croyances, quoi. Or, la physique, c'est justement une discipline qui, depuis qu'elle est moderne, depuis le XVIIe siècle, nous oblige à penser contre notre cerveau. Il y a un historien des sciences qui s'appelle Alexandre Coiré du XXe siècle qui disait depuis Galilée, faire de la physique, c'est faire le pari qu'on peut expliquer le réel, par l'impossible. Par l'impossible. C'est-à-dire par des lois qui, quand on les entend pour la première fois, nous paraissent impossibles. Et donc, normalement, un élève au lycée ou au collège qui assiste à un cours de physique devrait très souvent arrêter le professeur en lui disant « Mais monsieur, madame, c'est impossible ». Et c'est au professeur d'expliquer par quelle démarche intellectuelle, par quel raisonnement, on a trouvé des lois qui spontanément nous paraissent impossibles, alors que ce sont les bonnes. Et oui, ça va très loin parce que ça change complètement le statut de l'ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est un médiateur entre le monde et l'univers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un ingénieur, il construit des instruments, des objets techniques, des machines, en s'appuyant sur les lois physiques, les lois universelles, les lois qu'on a trouvées en sortant du monde. Et évidemment, s'il ne respecte pas les lois physiques, ces machines, ces objets techniques ne fonctionneront pas. Donc, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui fabrique des machines, des instruments, qui sont à la fois naturels et artificiels. Ils sont artificiels parce qu'ils n'existent pas spontanément dans la nature. Par exemple, ces écrans-là, ils n'existent pas spontanément dans la nature. Mais ils sont naturels par le fait qu'ils utilisent les lois de la nature pour fonctionner. Alors maintenant, moi je suis inquiet de voir que il me semble en tout cas qu'aujourd'hui il y a une sorte de rabattement sur le monde. Au profit des sens. Quand vous regardez moi j'ai pas de télévision chez moi, mais je la regarde quand je suis à l'hôtel. Et quand on regarde des chaînes d'information continue, on ne parle que du monde, de notre monde là.
ce qui se passe dans le monde. On parle pas de l'univers, on parle pas des photos incroyables qu'on recueille avec le James Webb Telescope ou avec Euclide. Autrement dit, on est de plus en plus enfermé dans le monde, d'autant plus que on voit plus la Voie lactée. On la voit plus à l'œil nu comme la voyait Platon. Hein. Platon voyait la Voie lactée un jour sur deux. Les Grecs voyaient la Voie lactée un jour sur deux. Nous, on a trop de pollution lumineuse, on peut plus la voir. Et donc, c'est comme si le ciel était devenu invisible, en quelque sorte. Or, le ciel, il a été la référence pour penser. Je l'ai dit. Si vous avez vu la Voie lactée, par exemple, en bateau, en coupant toutes les lumières, ou bien en montagne, c'est encore mieux, parce qu'on est en altitude. Quand vous voyez la Voie lactée, par exemple, du sommet du Mont Blanc, ou alors, encore mieux, au Chili, dans le désert d'Akatama, où il y a un air très sec, on voit la Voie lactée comme la voyaient les Grecs. Hein. Ça fait un choc incroyable, c'est lumineux, c'est presque éblouissant. Et on est complètement scotché par le spectacle. Mais le fait qu'on la voit plus jamais, beaucoup d'humains d'ailleurs ne l'ont jamais vue, autrement qu'en photo. Mais l'effet produit par une photo, c'est pas l'effet produit par le spectacle direct. Il y a un rabattement de l'esprit sur le monde. Quand on a découvert le boson de Higgs en 2012, c'est quand même une découverte fabuleuse. On découvre une particule qui a été prédite 48 ans plus tôt, qui permet de comprendre l'origine de la masse des particules. Donc ça a une incidence en cosmologie, c'est une particule qui avait été prédite par des théoriciens à partir d'arguments mathématiques, et on la trouve dans des expériences. Moi, je m'attendais à ce que qu'on parle que de ça pendant 15 jours. En fait, ça fait 1 minute au journal de 20h. Et c'était à peine expliqué. Alors que quand, en 1919, on a démontré lors d'une éclipse totale du Soleil, dans l'hémisphère sud, que la lumière est déviée par la matière, comme l'avait prédit Einstein. Alors, dans la journée, il y a le Soleil qui nous aveugle, donc les étoiles fixes qui sont dans la direction du Soleil, on les voit pas dans la journée, on les voit la nuit, quand le Soleil n'est pas là. Mais quand il y a une éclipse du Soleil, la Lune est entre la Terre et la Lune, le Soleil ne nous aveugle plus, de sorte qu'on peut voir les étoiles fixes pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et si la lumière qu'elle nous envoie est déviée par le Soleil, ben on va leur attribuer une position qui sera pas la même que celle qu'elles ont la nuit, à cause de cette courbure. Ça a été vérifié, et quand ça a été rendu public, en novembre 1919, la nouvelle a fait la une des journaux dans le monde entier, quoi. Et aujourd'hui, non. Donc je me demande... Et alors, qu'est-ce que ça suppose de la posture des physiciens, justement? Vous avez dit, ils sortent du monde. Comment est-ce qu'on peut reprendre cette posture celle qu'avait Einstein, celle qu'avaient les physiciens dont vous avez parlé, qui ont réussi à se passer des sens ou aller au-delà des sens, essayer de se questionner différemment sur le monde? On est sorti du monde d'une certaine façon. Hein. On est allé sur la Lune. Thomas Pesquet, il est allé 2 fois pendant 6 mois dans l'ISS, à 400 km. Quand on est à 400 km d'altitude, on voit une chose très nette. Hein, c'est que nous, on dit que le ciel est bleu. Mais non, le ciel, il est jamais bleu. Le ciel, il est toujours noir. Ce qui est bleu, c'est l'atmosphère. Là, quand vous êtes sur la Lune, même quand le soleil est visible de là où vous êtes, le ciel est noir. Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Autrement dit, c'est la lumière du soleil qui est envoyée sur l'atmosphère qui contient des gaz, qui fait que le bleu est plus diffracté que les autres couleurs et ça bleuit l'atmosphère. Mais Thomas Pesquet, quand il est dans l'ISS, quand il regarde vers le haut, il voit que tout est noir. Quand il regarde dessous, c'est bleu. Même à 100 km, on voit la différence. Mais oui, on a même mis du temps à comprendre d'où vient que le ciel est noir la nuit. C'est un astronome suisse qui s'appelait Olbers, 17e siècle, qui dit c'est pas normal, il y a plein d'étoiles. Si l'univers est fini, même si l'univers est infini, il y a suffisamment de lumière émise par toutes les étoiles pour que la nuit, on n'ait pas besoin du soleil pour qu'il fasse clair. Donc il devait faire jour 24 heures sur 24. Et ce paradoxe, qu'on appelle le paradoxe d'Olbers, on a mis 4 siècles à le résoudre. Alors, avec plusieurs arguments, le Big Bang, l'expansion de l'univers, le fait que les étoiles aient un âge fini, etc. Oui, alors, pour nous, c'est évident que le ciel est bleu. C'est une expression qui est courante et qu'on n'a pas changé d'ailleurs. On ne devrait pas dire le ciel est bleu. On devrait dire l'atmosphère est bleue.
Autrement dit, si on prenait la physique au sérieux, il faudrait faire ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Non. Mais bon, je pense que ça transformerait tellement les phrases. Enfin, le temps passe. Et peut-être qu'on a notre langage adapté à notre vie, Voilà, dans un temps qui s'écoule dans un langage qui est adapté au pareil. On est adapté au monde. La langue, c'est une langue qui sert à la communication entre nous. Elle sert pas à dire la vérité du monde. Donc on se comprend. Si je dis le temps s'accélère, bah vous me comprenez. Mais ça veut rien dire. Alors, pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse. Une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc si vous voulez dire que le temps a une vitesse, bah vous allez dire que le temps avance de 24 heures toutes les 24 heures. Vous serez bien avancé. Le temps n'a pas de vitesse. Le temps, il ne passe pas non plus. Puisque, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est le moteur du renouvellement de l'instant présent. Donc le temps, à chaque fois qu'un instant présent se présente, il le fait disparaître pour le remplacer par un autre instant présent qui lui-même sera remplacé, etc. Donc le temps, c'est la machine qui fait qu'il y a toujours un instant présent qui est présent. Si on le définit comme le moteur de ce renouvellement, comme il y a toujours du présent qui est présent, ça veut dire que ce moteur est toujours là à faire passer la réalité. Et donc la seule chose dans l'univers qui change pas, c'est le temps. C'est le temps qui fait passer la réalité sans lui-même passer. Parce que si le temps passait, bah, la réalité finirait par cesser de passer. Et on s'en rendrait compte. On peut l'applaudir. En fait, en vous parlant, je me rends compte que si on donnait la parole à la physique dans la façon de parler, on ferait du Raymond DeVos. C'est une idée à creuser, ça. Alors, j'ai quand même une protestation, c'est que dans tous vos développements, ce que j'ai compris, c'est que plus on progresse dans la compréhension, quelque part, plus on s'éloigne de ce qui est intuitif. Donc, en fait, plus on comprend, plus les choses sont étranges à notre égard. C'est quand même un peu embêtant. Ouais, c'est-à-dire que les physiciens, notamment les théoriciens, c'est des gens qui sont un petit peu partagés. C'est-à-dire ils sont dans le monde comme tout le monde, enfin plus ou moins. Ils ont la tête ailleurs quand même. Ils sont obligés de s'écarter psychiquement de ce que le monde nous impose comme vérité. Voilà. Ils font ce qu'on appelle de l'exotopie. Exotopie, c'est-à-dire on va ailleurs. Par l'esprit, on va ailleurs. Et le langage qu'ils utilisent, c'est pas celui dont on se sert pour la communication, c'est des équations mathématiques. En fait, les lois physiques, les théories physiques s'expriment par des équations. Et c'est ça, ce sont des fusées, en fait. Les mathématiques, ce sont des fusées qui nous permettent d'aller au-delà de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut percevoir. Et ce sont les vecteurs de notre compréhension de l'univers. Quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, il écrit une loi physique qui est la première loi de la physique qu'on écrit avec une équation mathématique. Elle est très simple. Il dit la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute. Donc un corps qui tombe depuis 2 secondes tombe 2 fois plus vite dans le vide qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Et cette vitesse est la même pour tous les corps, comme je l'ai dit. C'est une loi extrêmement simple, mais elle est mathématisable. Elle est écrite par une équation, en l'occurrence simple. Après, on a écrit des équations plus compliquées. Mais ce qui est pas tout à fait compris, c'est d'où vient que le langage mathématique soit le langage adapté à la physique. Comment ça se fait que ça marche aussi bien? Comment ça se fait qu'on soit capable de prédire avec des équations des phénomènes qui sont complètement cachés? Par exemple, les ondes gravitationnelles dont j'ai parlé, Einstein les a prédites en 1916. On les a détectées pour la première fois en 2016. Et la façon dont on les a mesurées coïncide avec ce qu'impliquaient les calculs. C'est pareil pour le boson de Higgs. Le Higgs qu'on a trouvé, c'est celui avec les propriétés physiques qui avait été déterminé par des gens qui faisaient confiance aux équations de la physique des particules. Donc moi, je dis pas que la physique décrit le réel, mais vous ne pouvez comprendre son efficacité opératoire que si vous concevez
qu'elle a à voir avec quelque chose qui a à voir avec le réel. Mais je suis prudent. Mais sinon, c'est du miracle. Ça voudrait dire qu'à chaque fois que une expérience valide une théorie, c'est un coup de chance. Ça fait trop de coups de chance. Ça fait trop de miracles. Donc moi, je préfère dire, non, la physique dit quelque chose qui a à voir avec la réalité. Alors, on a dit qu'on parlerait pas de la physique quantique, mais je voulais quand même vous poser la question. On sait que donc vous avez dit que c'était encore plus contre-intuitif quelque part que tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, et ça a été découvert de la même manière par cette méthode d'essayer de faire une expérience de pensée ou comment ça s'est passé? Oui, la physique quantique c'est encore plus vertigineux parce que quand Einstein écrit les équations d'Einstein en 1915, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers en 1915? On ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas que l'univers est en expansion. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent, émettent de la lumière. On ne connaît pas le mécanisme. On n'a pas encore trouvé les forces nucléaires. En guise de particules, on connaît même pas on connaît le proton vaguement, l'électron, et puis c'est tout. Et Einstein trouve ces équations. Et il les trouve alors qu'il n'a pas de données, en fait. Il a très peu de données. Et maintenant, on a les données recueillies par les télescopes spatiaux, par toutes sortes d'instruments, et on a toujours les équations d'Einstein. Toutes les données qui les menaçaient, finalement, puisqu'une donnée peut contredire la théorie, en fait, l'ont plutôt renforcée. La physique quantique, c'est encore pire. La physique quantique décrit les forces nucléaires. Quand on a mis sur pied la physique quantique, on connaissait même pas les forces nucléaires. C'était en 25, 26, 27. Les forces nucléaires, on les a trouvées en 1932. Donc, les gars, ils connaissent le proton, l'électron, c'est tout. Le photon. Et ils élaborent une théorie complètement contre-intuitive. Donc, en mettant sur pied des concepts qui n'ont rien de familier et ils n'ont quasiment pas de données. Mais ils réfléchissent. Et ils font des maths. Et ils font des maths. Mais des maths très simples, hein. La physique quantique, c'est la physique la plus simple qui soit mathématiquement, hein. Elle dit, le principe de la physique quantique, c'est, il n'y a pas plus simple. C'est la loi d'addition. Vous prenez une particule, un électron. Il peut être dans deux états différents. Par exemple, il peut être ici au point A, ou bien il peut être ici au point B. Voilà. Ben, la physique quantique vous dit, s'il peut être en A et s'il peut être en B, il peut aussi être dans A plus B. A plus B. Et ça a foutu la pagaille. Parce que qu'est-ce que ça veut dire A plus B? Ça veut dire aux deux endroits. Il y a des gens qui vont dire, bah, il est au milieu. Il est entre A et B. Il y en a qui vont dire, ah bah, c'est un nuage, il est délocalisé, il n'a plus de position particulière. Ou bien, en fait, il est qu'à une des deux positions, mais on ne sait pas, donc bref. Il doit y avoir des variables cachées qui nous masquent la réalité. Et puis la physique quantique dit, bah, non, quand il est dans A plus B, il n'a pas de position. Par contre, si vous faites en sorte de mesurer sa position, vous avez une chance sur deux de trouver A, et une chance sur deux de trouver B. Donc c'est le fait de faire la mesure qui détermine la position. Alors si vous êtes Einstein, il vous dit, mais si je l'ai trouvé en A, c'est qu'il était en A avant la mesure. Parce qu'une mesure, c'est une sténographie de la réalité. Quand je suis flashé par un radar en voiture, je vais pas écrire une lettre à la gendarmerie en disant, c'est le radar qui a créé ma vitesse, quoi. J'avais tout un spectre de valeurs possibles, et le radar, en me flashant, a créé une vitesse que j'avais pas. Voilà. Ben là, Einstein dit, mais la position, si on a trouvé A, c'est qu'elle était déjà ce qui n'est pas ce que dit la physique quantique, puisqu'elle dit A plus B. Donc Einstein dit, la physique quantique doit être incomplète, il lui manque une information. Et ça a donné tout le débat fameux, dont Alain Aspect, ici, dans cette salle, je m'en souviens, j'y étais il y a 3 ans, je crois, était venu faire un exposé sur les travaux expérimentaux qu'il a menés, qui l'ont permis d'avoir le prix Nobel, qu'il a mené pour départager le point de vue d'Einstein sur cette question, du point de vue de Bohr, qui était son adversaire intellectuel sur la question. En fait, en physique quantique, 1 plus 1 ne fait pas toujours 2. On va finir là-dessus, et je vais vous inviter à poser toutes les questions que vous voulez à partir de là. Alors, il ne faut pas être timide, il faut oser poser la question le premier. C'est bon, c'est parti. Pas de timidité.
Ça marche, excusez-moi. On parlait tout à l'heure du boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est la dernière pierre du modèle standard. Ma question, c'est comment les physiciens justifient aux politiques les milliards que coûte maintenant le LHC? C'est une excellente question, parce que pour le LHC, il fonctionne à budget constant. Mais le LHC, pour l'instant, c'est la machine du CERN qui fait 27 km. Bizarrement, on trouve pas de nouvelles particules et on voit pas des choses qui étaient prédites par la théorie des supercorps, par exemple. Mais il y a quand même des choses qui continuent sur la matière noire, etc. Mais en effet, on pourrait dire, on n'a plus rien à découvrir. Mais dans le modèle standard dont vous parlez de la physique des particules, la gravitation n'est pas présente. Donc le modèle standard de la physique des particules ne décrit pas l'univers. Il décrit le monde des particules quand la gravitation est négligeable. Mais à grande échelle, la gravitation, elle domine. Et donc, si on veut comprendre l'univers, il faut réussir à marier le modèle standard qui décrit les forces nucléaires et la force électromagnétique avec la gravitation. Il y a plein de pistes théoriques. J'ai cité la théorie des cordes, il y en a d'autres. La gravité quantique à boucle, la théorie des twisters, enfin, etc. Et les gens, ils veulent aller plus loin en énergie. Et donc, ils ont conçu, ils ont dimensionné, calculé un accélérateur nouveau qui s'appelle le FCC, qui veut dire Future Circular Collider. Il fait 92 km de circonférence. S'il est construit, ça sera, en partant de Genève, il va passer un petit peu sous le lac Léman, il va tangenter la chaîne des Aravis, enfin, il va faire 92 km. Et il est vrai que quand on le présente aux États membres du CERN, des États européens, ou quand on le présente aux riverains, on se rend compte que on a changé de siècle. Le LHC a été accueilli et reçu sans contestation. Parce qu'on prédisait le boson de Higgs, on savait dire ce qu'on allait trouver, en tout cas ce qu'on cherchait. Alors que le FCC, c'est une machine d'exploration. L'idée, s'il est décidé, c'est de démarrer en 2046 avec des collisions électrons-positrons et en 2070 avec des collisions proton-proton. Et là, on va découvrir des domaines d'énergie qu'on n'a jamais vus. On va faire de l'exploration. Et l'exploration, c'est le summum de la recherche. Vous cherchez des choses sans pouvoir dire ce que vous allez trouver. Dans cet argument, en fait, il nous est renvoyé dans la figure. On nous dit, mais si vous n'êtes pas capable de dire ce que vous allez trouver, on finance pas. Et ça montre que, et puis en plus, il y a des arguments écologiques, on creuse des tunnels, camions, etc. Donc je pense que c'est un choix de société. Moi, je m'effraie du fait que le long terme, le futur à long terme, n'est pas configuré. Il n'y a plus de projet à long terme. On ne parle pas de l'avenir. L'avenir est laissé en jachère intellectuelle. On est pris par les urgences. C'est très bien. Mais si on ne fixe pas l'axe du futur, je crains que l'anxiété l'emporte. Si on n'est pas capable de se projeter à long terme, je pense qu'on risque d'en subir des conséquences quasiment psychiques, quoi. Quand j'étais jeune, on me parlait de l'an 2000 tous les jours. Je pouvais me projeter. Alors évidemment, l'image qu'on me donnait de l'an 2000 s'est révélée parfois fausse. Mais j'avais l'impression de savoir où on allait. Comme on allait travailler, voyager, s'informer, se divertir, etc. Aujourd'hui, les jeunes, personne ne leur dit comment sera le monde en 2050. Il y a pas de projection. Une projection, ça ne sert pas à prédire l'avenir. Une projection, ça sert à décider de ce qu'on veut faire pour obtenir ce qu'on veut en tenant compte de ce qu'on sait. Et donc, je reconnais qu'il y a des difficultés pour ce projet. Mais moi, je pense que si on abandonne tout, qu'est-ce qui va rester? Si l'esprit de conquête disparaît, qu'est-ce qui va nous rester? Trump est en train d'annuler toutes sortes de projets de satellites de la NASA dont le but était d'observer la Terre, le changement climatique, la teneur en CO2, le niveau des mers, etc. Parce qu'il a peur que ça donne des informations qui dérangent sa conception du monde. Est-ce que ça ne veut pas dire que on s'apprête à vivre dans le faux? On préfère croire des choses fausses que le vrai? Parce que le faux, il coïncide avec ce qu'on voit? Ou le faux, plutôt, il coïncide
avec ce qu'on aimerait qu'il soit vrai. Moi, je vais vous dire, dans le monde numérique dans lequel on vit, hein, je parle de l'IA, je parle du numérique en général, la chose qui me fait vraiment paniquer, en tant que citoyen, pas en tant que physicien, c'est qu'il y a aujourd'hui une concaténation entre la liberté et la vérité. Sur n'importe quel sujet, toutes les thèses coexistent, sont disponibles. Votre cerveau, il n'a pas le temps d'aller enquêter pour savoir ce qui est vrai. Donc votre cerveau, il choisit, parfois de façon inconsciente, parfois à l'aveugle, ce qu'il va considérer comme étant le vrai. Voilà. Autrement dit, chacun est capable, a le droit de fabriquer sa vérité personnelle, sa fiction personnelle. Hein. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait une société si on ne partage pas tous ensemble ce qu'on pourrait appeler un marché cognitif commun. Il ne s'agit pas de tous être d'accord sur le vrai, mais de pouvoir en parler ensemble. Si on est tellement isolés dans nos croyances les uns des autres, et si ces croyances sont tellement différentes les unes des autres, on va plus pouvoir se parler. Non. Donc voilà, je pense que il y a un peu de pédagogie à faire. Il ne s'agit pas de censurer les choses fausses, hein. Mais il faut avoir conscience que notre cerveau aime le faux. Parce que le faux est souvent plus spectaculaire que le vrai. Le vrai, il est compliqué, il est souvent décevant, déceptif, il peut être cruel. Et la vérité, on l'aime pas, quoi. Et on préfère le faux. Et aujourd'hui, on nous gave de faux, de toutes sortes de manières différentes. Et pour moi, c'est un problème démocratique. Nous avons une autre question, je crois, déjà. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous aviez évoqué la collision de deux trous noirs qui, en perdant deux masses solaires, généraient une onde gravitationnelle qui se déplaçait à la vitesse de la lumière. Comment est-ce qu'elle fait, puisque rien ne peut s'échapper normalement d'un trou noir s'il dépasse pas la vitesse de la lumière, ce qui est impossible, comment elle fait pour se propager quand même, cette onde gravitationnelle, et pas rester dans le trou noir? C'est la conversion de l'énergie libérée qui se transforme en une onde qui fait vibrer l'espace-temps. Et ce qui est remarquable, c'est que cette onde n'est pas déformée dans son voyage par la matière qu'elle traverse. Contrairement à la lumière. La lumière que nous envoient les étoiles, elle est diffractée, elle est absorbée, elle est modifiée pour ce qui est de sa longueur d'onde par l'expansion de l'univers. Donc, quand vous recevez de la lumière, elle est tellement transformée par le voyage qu'elle a fait depuis sa source, qu'elle n'est pas suffisamment précise pour nous dire quelle est sa source. Alors qu'une onde gravitationnelle, comme elle n'est pas déformée, pas modifiée par la matière qu'elle traverse, elle garde la signature parfaite de la source qu'il a émise. Et quand on a détecté les premières ondes gravitationnelles, donc en 2015, il y a eu 1 an d'analyse, etc., les gens ont pu dire, quand on a annoncé cette découverte, ils ont pu prédire la masse des deux trous noirs, le moment dans l'espace, dans l'histoire où ça s'était produit, et le signal enregistré était exactement identique au calcul qu'on avait fait par ailleurs pour des masses de trous noirs qui étaient celles qui avaient fusionné à ce moment-là. Et ça, c'est quand même extraordinaire, ça. C'est une nouvelle astrophysique. Depuis qu'on fait de l'astrophysique, on a toujours la même source d'information, c'est la lumière. Galilée, il a simplement utilisé une lunette qui lui donnait un certain grossissement. Mais c'était toujours de la lumière, c'est toujours le même messager. Là, on a un autre messager. Et ça va nous faire voir des objets qu'on peut pas voir avec la lumière. Trou noir, etc. Donc c'est une véritable révolution au sens où on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers. Ça va coûter un peu d'argent, évidemment. Encore d'autres questions, bien sûr. Par là-bas, ouais. Là-bas. Oui, j'ai une petite question en reprenant ce que vous disiez à propos de la Voie lactée, qui est en effet assez difficile à voir aujourd'hui. Mais heureusement, comme on sait qu'elle existe, par des ciels un petit peu purs, même en France, on arrive à l'imaginer, puis à s'imaginer comme sur ce grand balcon. Et il y a à peu près 1 an, pour le même événement scientifique, c'est Hélène Courtois, je crois, qui nous a parlé
son angoisse du fait que avec tous ces satellites, on est comme dans une cage en verre et on voit en effet de moins en moins à l'extérieur de notre monde. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui se mobilisent contre cette cage en verre? Bon, malheureusement, Oui. je crois pas. Très bonne question. Alors, c'est deux choses différentes, hein. Il y a d'une part la pollution lumineuse, l'éclairage urbain, qui nous empêche de voir la Voie lactée la nuit. Mais il y a en effet des satellites envoyés en grand nombre, notamment par Elon Musk, hein, Starlink, qui absorbent des fréquences invisibles pour notre œil, mais qu'utilisent les astronomes pour comprendre ce qui se passe dans le ciel. Et en effet, ça commence à devenir embêtant. Il y a une pollution, pour le coup, une pollution sur certaines orbites, induite par des satellites qui sont là pour des besoins de communication. Alors, sans vouloir déflorer, mais bon, il se trouve que dans quelques semaines, je publie un livre d'entretien avec Thomas Pesquet, en partie sur cette question. Et comme la réponse est un peu longue, je vais vous demander simplement de patienter. Voilà. Mais c'est une très bonne question. Monsieur Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, au risque. J'ai pas vu. Monsieur est là. Ah, Ma question, c'est, vous disiez que on n'a plus de projection dans l'avenir et on ne va plus chercher, en fait. Est-ce que vous pensez pas que c'est lié, justement, avec cette nouvelle conception de la société qui est de plus en plus nombriliste, qu'on est de plus en plus nombriliste et que finalement c'est une somme d'individus plutôt qu'une communauté? Et quel serait, à votre avis, le moyen de refaire communauté pour pouvoir avoir une projection vers le futur? oui, alors sans doute. Hein, moi, je suis pas sociologue ni psychologue, mais pour dire les choses franchement, moi, je comprends pas bien ce qui se passe. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui se passe, c'est des choses que je croyais, que j'ai cru pendant la plus grande partie de ma vie, impossibles. Et quand il se passe des choses que vous avez considérées comme impossibles, c'est que vous n'êtes pas gréé intellectuellement pour les comprendre. Alors il y a deux options. Soit ça veut dire que j'ai vécu dans une bulle d'illusion qui a explosé et je vois les choses telles qu'elles sont. Soit, deuxième option, il s'est passé des choses nouvelles qui font qu'en effet les relations entre les gens sont devenues différentes. Il y a l'effet du narcissisme, de l'individualisme, etc., des réseaux sociaux, de la disparition du débat, de la confrontation beaucoup plus violente, notamment dans le monde numérique. En fait, il y a quand même une contradiction évidente, c'est que quand vous regardez les relations entre les gens sur les réseaux sociaux, c'est très virulent, c'est très haineux, mais vous voyez jamais de gens dans la société qui se comportent de cette façon. Autrement dit, ce qui limite notre violence et ce qui renforce notre politesse, c'est le contact physique avec les gens. C'est le fait de les rencontrer. Mais quand vous êtes dans un monde numérique où les personnes sont déréalisées, sont des abstractions, vous lâchez, vous sortez des méchancetés, vous les attaquez de façon gratuite, mais c'est des choses que vous écrivez sur votre réseau social, mais que vous seriez incapable de leur dire en face. D'accord? Et donc, d'ailleurs, moi, je me suis amusé. Il y a eu des époques où j'étais attaqué, insulté, etc., sur les réseaux sociaux. Et je m'amusais à mettre like. Je reçois une insulte, je mets like. Alors, like, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, en fait. Vous apprenez la mort de quelqu'un par une information qui est sur un réseau social. Vous mettez like. C'est-à-dire, vous êtes content que la personne soit morte? Vous êtes content d'avoir été informé? On sait pas. On sait pas. Mais la personne qui a mis le tweet, en l'occurrence, et qui m'insulte, quand elle voit que j'aime, c'est-à-dire que j'existe, en fait. Que j'existe. Souvent, elle s'excuse. Ou elle retire son tweet. Elle a un peu honte. Alors, le pompon, c'est quand vous répondez par des phrases obséquieuses. Monsieur, je vous remercie pour votre lucidité. Vous m'éclairez sur moi-même. Je vais enfin pouvoir adapter ma psyché à la réalité de qui je suis. Moi, Gérard, il supprime. Non mais juste pour répondre plus sérieusement, moi je crois qu'il y a un phénomène
évident, c'est que, ça se mesure d'ailleurs, le mot progrès, il a disparu des discours publics. Or, le progrès, c'était travailler l'idée de futur à l'avance, de façon crédible et attractive, et ensuite travailler à faire advenir ce réel futuriste qu'on avait imaginé. Autrement dit, l'idée de progrès, elle suppose une projection dans le futur. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ce qu'on veut. Et on a remplacé le mot progrès par le mot innovation. Mais la rhétorique sur l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Pour le dire en une phrase, le progrès suppose que le temps qui passe, il est constructeur, il est complice de notre liberté et de notre volonté. Le temps est notre allié. Plus de temps aura passé dans le futur, c'est ce que dit le progrès, mieux ça sera pour nos enfants, nos petits-enfants. D'accord ? Alors que l'innovation, j'ai pas le temps de développer, mais elle s'appuie implicitement sur un temps corrupteur. Un temps qui dégrade les situations. Et on nous dit qu'il faut innover pour que le monde se maintienne. Autrement dit, c'est l'état critique du présent qui justifie l'innovation et non pas une certaine idée positive qu'on a du futur. En fait, quand les scientifiques parlent du futur, je parle pas des physiciens des particules et des astrophysiciens, des cosmologues qui nous font rêver. Je parle des scientifiques qui travaillent sur le climat, la biodiversité, la pollution. Quand ils parlent du futur, c'est crédible, mais c'est pas attractif. Or, l'idée de progrès, elle suppose qu'on puisse parler du futur d'une façon crédible et attractive. Et comme c'est devenu très difficile, voilà, on se retranche, on tombe dans une forme de présentisme que je trouve assez angoissant. Il y a des gens qui regrettent le passé, qui vont retourner dans le passé. Moi, je crois pas que ce soit possible. Enfin, moi, j'aimerais bien retourner en 1927 à Bruxelles, à l'hôtel Métropole, pendant les conseils Solvay, pour assister aux discussions dans une chambre entre Einstein et Bohr sur la physique quantique. Je rêverais de pouvoir mettre mon oreille contre la porte et écouter. Mais je sais très bien que je n'aurai jamais le courage d'aller chez le dentiste en 1927. D'accord ? Donc, personne ne supporterait de vivre dans le passé s'il connaît la suite de l'histoire. Évidemment, les gens qui vivaient en 1927, ils allaient chez le dentiste. Mais ils savaient pas qu'on pouvait y aller sans avoir mal. Moi, je sais. Merci beaucoup. C'est la fin de ce grand entretien. Merci Étienne Klein. Merci beaucoup.